Bonsoir et bienvenue, Madame et Messieurs, à cette grande édition de Journal Magazine sur les antennes de la télévision nationale. Voici tout de suite l'ossature de cette édition. Le plaisir de la musique a laissé place à la tristesse. Après le concert hier au Stade de Martyrs de l'artiste Fally Ipupa, le bilan de la casse est lourd. Des morts et blessés ont été enregistrés. Le ministre national de l'Intérieur était sur les lieux pour faire le constat. Et nous vous proposerons également dans la deuxième partie de ce journal deux dossiers sur les juridictions spécialisées du secteur du commerce et du tribunal de commerce. Vous aurez également droit à une chronique sur l'agro-industrie et les chances d'un développement de la RDC par ce secteur. Comment le pays s'y prend pour, entre autres, réussir à quitter l'agriculture de substance pour l'agro-industrie. Vous suivrez tout cela dans la partie magazine qui est donc la seconde partie de ce journal. Encore une fois, bienvenue aux 20h. Dans la Dans l'actualité, un émissaire du président angolais João Lourenço était ce dimanche chez le président de la République. Le ministre angolais des Relations extérieures et les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi ont, outre les questions de relations bilatérales, échangé sur la paix et la sécurité dans la sous-région, principalement dans l'est de la RDC. Guilain Kambalundi et David Makanzou y reviendront avec force et détails dans nos prochaines éditions. Et puis, l'agression rwandaise en République démocratique du Congo a pris une autre tournure depuis hier. Des mouvements de déplacement de militaires rwandais pour renforcer les rebelles du M23 ont été constatés. Du côté congolais, on ne baisse pas la garde. L'ambassadeur rwandais en RDC sommet de quitter le pays dans les 24 heures. La décision est celle issue d'une réunion de défense tenue hier autour du président de la République. Je vous convie à suivre cet extrait du compte rendu tenu par le porte-parole du gouvernement. À la lumière des différents rapports recueillis sur terrain, dont celui du Centre conjoint des opérations, équipé des drones de surveillance, il a été observé ces derniers jours une arrivée massive des éléments de l'armée rwandaise pour appuyer les terroristes du M23 en vue d'une offensive générale contre les positions de forces armées de la République démocratique du Congo. Le Conseil supérieur de la défense a rappelé que cette offensive du M23, appuyée par l'armée rwandaise, vient de porter un énième coup au processus de paix de Nairobi et de Luanda engagé depuis plusieurs mois. Cette aventure criminelle et terroriste a rencontré une farouche résistance de forces armées de la République démocratique du Congo, déterminées à défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Le Conseil supérieur de la défense demande au gouvernement 1. D'expulser dans les 48 heures suivant sa notification M. Vincent Karega, ambassadeur plénipotentiaire du Rwanda en poste en République démocratique du Congo. Et ce, en raison d'une part de la persistance de son pays à agresser la RDC et à appuyer les mouvements terroristes du M23 qu'il instrumentalise à cette fin, et d'autre part du mépris teinté d'arrogance des autorités rwandaises vis-à-vis tant du processus de Nairobi et de Luanda que des recommandations de la communauté internationale, plus précisément des Nations Unies, de l'Union africaine, de la communauté de l'Afrique de l'Est, de la SADC et des partenaires multilatéraux. Le plaisir d'un méga-concert comme rarement organisé au pays a vite laissé place à l'émotion et aux pleurs. La prestation scénique de l'artiste musicien Fally Ipupa au Stade de Martyrs hier et qui a réuni plus de 100 000 spectateurs s'est soldée par une série de morts et blessés. Le bilan des dégâts est important selon le ministre de l'Intérieur qui est descendu sur place. Les organisateurs sont pointés du doigt pour négligence. José Baïtombe. Gyrophare en permanence et roulé à vive allure, l'urgence s'impose à quelques heures seulement après les concerts de l'artiste Fally Ipupa ici au Stade des Martyrs, un concert qui a tourné au drame. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité est venu se rendre compte de l'ampleur du dégât sur place. Les signes du chaos sont encore visibles, de vitres cassées, des portes déclassées. Le spectacle est bien plus que désolant. Une journée de fête qui malheureusement a tourné au drame dû au trop-plein du stade, plus de 125 000 personnes au lieu de 80 000. Au premier bilan, 11 personnes sont mortes,
dont un policier et plusieurs blessés. En croire Daniel Asselo Kitowakoy, ces désordres fruit d'une négligence de la part des organisateurs qui ont sous-estimé le nombre de personnes attendues par rapport à la capacité d'accueil du stade des Martyrs ne restera pas impuni. Et au nom du gouvernement de la République, j'en profite déjà pour exprimer toutes nos condoléances aux familles éplorées, mais aussi stigmatiser les attitudes des organisateurs des manifestations au stade des Martyrs. Dans les hôpitaux les plus proches, comme à l'hôpital du Cinquantenaire, certaines victimes sont arrivées toute la nuit jusqu'au petit matin. Fractures, asphyxie, ces personnes ont échappé belles à la bousculade du stade qui serait jusque-là unique cause de ces chaos. Daniel Asselo Kito, qui est venu les visiter accompagné de son vice-ministre Jean-Claude Molipé et les responsables de la sécurité de la ville, question de les assister et réconforter moralement, a promis de convoquer très prochainement une réunion avec les inspecteurs de la police pour plus d'éclaircissements. Et on parle très peu ces derniers temps du conflit Tekeyaka et pourtant celui-ci a fait beaucoup de déplacés qui vivent dans une situation assez difficile. Les appels à l'aide se multiplient en même temps que les appels à la collecte de fonds. Regardez. La ville d'Mbujimai, bientôt comptée parmi les grandes villes de la République démocratique du Congo, le projet Tshilé-Gelou change complètement l'image de la ville d'Mbujimai. En pleine visite du chef de l'État au Kassai oriental, les travaux d'asphaltage se poursuivent normalement. Ce vendredi 28 octobre 2022, l'entreprise chinoise Grexet a entamé la pose de la couche d'enrobé sur l'avenue Kassengulu, 600 mètres qui relie deux communes de la ville d'Mbujimai. Voulant palper du doigt l'évolution des travaux, le premier vice-président du Sénat, honorable Eddy Mundela Kankou, a assisté au bitumage de l'avenue Kassengulu. Le projet Tshilé-Gelou a pris une vitesse de croisière. Juste à côté de moi, là on est en train d'asphalter cette avenue qui n'était pas même prévue dans le projet Tshilé-Gelou, mais avec la bonne volonté de nos partenaires Grexet qui ont inscrit ces tronçons dans les projets, c'est en train d'être fait. Le chef de l'État soutient et tient à ce que le Kassai puisse porter sa plus belle robe. Sur Kassengulu, les engins de Grexet tournent en plein régime. Le directeur général de l'OVD, Victor Ntumba Tshikele, rassure. Nous voulons que Grexet continue sur cette lancée. Aujourd'hui, avec les 18 km qui sont terminés, nous avons 11 acteurs. Sur les 11 acteurs, l'entreprise a déjà touché 10 qui sont prêtes à recevoir les enrobés. Avec le projet Tshilé-Gelou, Grexet donne de l'espoir à la population. Et toutes nos excuses, nous sommes allés vite en besogne. Vous avez donc là suivi les images de Mbujimai avec la voirie urbaine qui est en train d'être réhabilitée. On revient à présent sur ces images concernant le conflit Tekeyaka avec l'appel à l'aide qui se multiplie, mais aussi les appels de collecte de fonds. La résurgence des tensions sur l'axe Rutshuru-Goma rend la situation humanitaire des déplacés plus que préoccupante. Modeste Mutinga Mutushai, ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, consulte les humanitaires au cours d'une importante réunion dans son cabinet de travail. Les défis sont énormes et complexes, tels que l'explique Bruno Le Marquis, représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en RDC et coordonnateur humanitaire. Urgence absolue d'assurer la protection des civils, urgence absolue d'apporter des secours d'urgence aux blessés, les enfants, les femmes, donc toutes les populations les plus vulnérables. C'est vraiment important d'agir très très vite. Vu l'évolution de la situation sécuritaire sur terrain, l'essor des déplacés est plus que préoccupante. Le ministre Modeste Mutinga Mutushai l'explique en ces termes. Il y a urgence que les voies d'accès soient ouvertes pour les humanitaires, d'avoir accès aux nombreux qui n'ont pas pu se déplacer, qui sont restés là où il y a la guerre, mais aussi ceux qui sont fatigués et qui tombent en cours de route. Aussi pour apporter l'assistance aux nombreux qui sont sur le parcours. Donc les voies d'accès doivent être assurées pour les acteurs humanitaires. Attentif aux préoccupations, particulièrement sécuritaires des humanitaires, le ministre Mutinga promet d'en faire part au prochain Conseil des ministres en vue d'une réponse humanitaire efficace et efficiente.
Elengue Telema, jeune lève-toi en français, c'est l'intitulé, donc le thème de ce colloque qui a réuni les jeunes dans l'optique de renforcer leur capacité à faire face aux défis du monde actuel. L'idée est du Forum national des jeunes positifs. Il s'agit d'une première édition tenue ici à Kinshasa. Jojo Ndibou. Cette jeunesse venue de toutes les provinces de la RDC prendre part active à la première édition du colloque Elengue Telema 2022 entendait « Jeune, lève-toi ». L'appropriation du changement positif de mentalité par la nouvelle génération congolaise, futur cadre de demain pour la bonne gouvernance et le développement, c'est l'un des objectifs poursuivis dans le cadre de renforcement de capacité de cette jeunesse. Notre manière de contribuer au développement de la RDC était de sensibiliser la nouvelle génération. Convaincu que la mission de l'éducation à la citoyenneté est de notre responsabilité, le Forum national des jeunes positifs en République démocratique du Congo commencera la sensibilisation au moins de 7 citoyens congolais par jour. Si on constate un changement de mentalité au milieu du peuple comme au milieu de gouvernants, les choses vont changer et un développement est très possible pour la RDC. Avant de lancer les travaux, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Vital Bagnaouezizé, a appelé les jeunes à cultiver les valeurs morales et républicaines pour une nouvelle citoyenneté. La République démocratique du Congo a effectivement besoin de jeunes positifs, actifs, dynamique, entrepreneur, pragmatique et pratique dans tous les secteurs vitaux de notre société. Pour relever le défi du développement et celui de la défense de l'intégrité territoriale, le Congo a besoin d'une jeunesse capable, consciente et engagée. Car, dit-on, la jeunesse, c'est l'espoir de demain. Se constituer un modèle de vie pour prétendre au développement, c'est cette voie proposée par l'apôtre Jacques Ilunga devant un auditoire composé de plusieurs couches de la population. C'était au cours d'un panel tenu à Kinshasa. Encore une fois, Jojo Ndibou est au commentaire de ce reportage. C'est devant un auditoire hétérogène constitué de leaders politiques, religieux et ceux venus de différents horizons que l'orateur du jour, l'apôtre Jacques Ilunga, a présenté versets bibliques à l'appui les clés du succès dans la vie socio-professionnelle. Les principes de la prospérité, du succès reposent sur Jésus-Christ, le chemin de la vie et la vérité. D'où, d'après l'orateur, chaque individu doit se constituer un modèle de vie, un modèle de société pour prétendre au succès. C'est là, dans la rigueur et la discipline, socle de tout développement. Que le grand drame, et c'est le dommage même, c'est que les Africains ne connaissent même pas leur propre identité spirituelle. Avec plusieurs représentations à travers le monde, entendez la Belgique, les États-Unis d'Amérique, l'Afrique et une bonne partie de l'Asie, l'église Arche de la gloire de l'Éternel, Beersheba, est à la conquête de Kinshasa où une succursale a été installée. Brigitte Mopane, vous avez connu ce nom sur la RTNC comme journaliste. Désormais, ce nom est attaché à un prix spécial qui sera donc remis aux journalistes spécialisés sur les questions de santé publique. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'Institut supérieur des techniques médicales kimanguistes de Bongolo, victime des pluies diluviennes, se sont abattus sur la ville de Kinshasa le 2 et le 6 avril 2011. Elle fut une grande figure de la presse en RDC, l'une des présentatrices vedettes de la télévision nationale. Brigitte Mopane Kazaemba, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, est allée dans l'au-delà voilà 4 ans et son nom oxygène sa mémoire. Le réseau des médias africains pour la promotion de la santé et de l'environnement, REMAPSEN, tient à honorer la mémoire de cette femme des médias à travers 2 prix d'excellence qui portent son nom. Des récompenses qui seront décernées aux journalistes les plus productifs et une autre à la coordination la plus active du REMAPSEN. Déjà ce 10 novembre, les lauréats de ces prix seront connus à Dakar au Sénégal. C'est un moment unique qui va rallier les présents et les passés de 7 femmes des médias de la RTNC et les couronnements à titre posthume du dévouement qu'elle a su
faire montre de son vivant sur des questions des populations dans la lutte contre le VIH-Sida, mais aussi, dans une large mesure, son militantisme avéré dans la prise en compte des sujets et préoccupations qui touchent aux médias à l'échelle nationale et africaine. Mbuji-Mayi a reçu cette semaine son hôte de marque, le président Félix-Antoine Tshisekedi a séjourné pendant 48 heures. Le chef de l'État a pris part à la clôture de travaux du forum Makutano 8 et visité quelques chantiers de la ville avant de regagner Kinshasa pour présider une importante réunion de défense et sécurité, la semaine du président avec Pierre Kimembeso Moïsa. Kinshasa a abrité en début de semaine la deuxième session extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. 4 chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de la CEAC, Denis Sassou Nguesso de la République du Congo, Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine et Mamad Idriss Déby du Tchad se sont réunis au chapiteau de la Cité de l'Union africaine pour débattre de la situation prévalente au Tchad avec les derniers soubresauts ayant fait une 50aine de morts et 300 blessés. L'une des grandes résolutions de ces sommets a été la désignation du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en tant que facilitateur du processus de transition au Tchad. Un message du président du Cameroun, Paul Biya, a été remis à son homologue de la RDC Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo par le ministre camerounais des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela. Un message d'amitié et de fraternité entre la RDC et le Cameroun a indiqué l'émissaire du président camerounais, soulignant que les deux pays entretiennent d'excellentes relations au sein des institutions de la sous-région, en l'occurrence la CEAC. Une ambiance festive ce jeudi 27 octobre 2022 en Mbuji-Mayi. Dès les premières heures de la matinée, les forces vives de la ville se sont mobilisées spontanément comme un seul homme pour réserver un accueil délirant au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui effectue une deuxième visite de travail dans ses chefs-lieux de la province du Kasaï oriental. À sa descente d'avion à Bipemba, le chef de l'État a été accueilli par le gouverneur de province Kabeya Machi Abidji Patrick Mathias, qui l'a convié après sa traversée de la haie d'honneur à saluer une forte délégation des notables du Grand Kasaï présents au cérémonial d'accueil à l'aéroport. C'était ensuite au tour de la dynamique population de Mbuji-Mayi de communier avec le président de la République par des ovations, des cris de joie et des chansons tout le long du parcours du cortège présidentiel. Mbuji-Mayi représente de grandes opportunités d'affaires qui doivent être mises en valeur. C'est dans cette optique que Makutano, le réseau d'affaires panafricain, a organisé la 8e édition de son forum annuel dans cette ville après la rencontre de Kinshasa. Très attendu dans la capitale diamantifère, le président de la République a rehaussé de sa présence ses assises de Mbuji-Mayi. Dans son adresse, le chef de l'État a par des mots justes salué la tenue de ce forum axé sur le thème principal « Infiniment territoire et Mbuji-Mayi, 145 raisons de parler de la RDC ». Le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a toujours soutenu et a encouragé les réseaux d'affaires Makutano, dont les forums annuels qui devraient être pérennisés constituent aujourd'hui un grand rendez-vous auquel s'associent régulièrement des chefs d'État, ministres, investisseurs africains et internationaux, des médias et influenceurs de haut niveau. Kinshasa a subi cette semaine d'importants dégâts après la série de pluies qui s'est abattue sur la ville. Vous avez suivi les images sur nos antennes. Vous avez également suivi la série de sensibilisation sur le cancer de sein de Kinshasa au Kasaï en passant par d'autres villes du pays. Voici le résumé de l'actualité de la semaine tel qu'exploité par notre rédaction dans un commentaire de Constance Mananga. Les pluies diluviennes qui se sont abattues dans la ville-province Kinshasa en début de semaine a causé d'énormes dégâts matériels, ce qui relève la problématique de l'assainissement. Des constructions anarchiques constituent l'une des causes des dégâts matériels enregistrés lors des pluies. Le bulldozer de l'hôtel de ville de Kinshasa est passé dans le site des cimetières de Kitsuka pour démolir les constructions anarchiques.
La signature du décret sur la suspension de TVA sur les produits des premières nécessités doit avoir l'impact sur la baisse des prix et que les Congolais pourront fêter dans de bonnes conditions les fêtes de fin d'année. Un suivi devrait être fait. Décision prise lors de la réunion de conjoncture économique. Dans la semaine également, le Premier ministre a ouvert la 8e édition de Makutano, un forum économique qui regroupe près de 600 membres actifs. Il a appelé la population à s'approprier du programme de développement à la base de 145 territoires porteurs de croissance. Toujours au chapitre économique, le chef du gouvernement congolais a été félicité par la directrice du développement Afrique du Fonds monétaire international pour sa résilience face à la crise mondiale, aussi pour le maintien de la stabilité macroéconomique. Devant les députés nationaux, le Premier ministre a présenté l'économie générale du budget exercice 2023 qui s'élève à près de 14 milliards de dollars. Comparé à l'exercice 2022, l'on note un accroissement de 37,1%. Au terme de la plénière, 48 heures ont été données au chef du gouvernement pour répondre aux préoccupations des élus nationaux. Au chapitre de la santé, initialement prévu le 7 avril 2022, la journée mondiale de la santé a été célébrée ce 27 octobre 2022 en RDC. Une conférence a été organisée, une caravane motorisée aussi. Des stands ont été érigés à la gare centrale pour le dépistage du paludisme, les médicaments gratuits une fois que le test s'avère positif. Enfin, le personnel féminin de la CENI a été sensibilisé sur le cancer du sein dans le cadre du mois d'octobre, Octobre Rose, mois de la lutte contre les cancers. À travers cette journée de sensibilisation, la CENI veut apporter la bonne information pour sauver des vies. On entend souvent parler de juridictions spécialisées, de termes faciles à comprendre pour les initiés, mais pas évidents pour le commun des mortels. Quelles sont alors ces juridictions et comment fonctionnent-elles? Nos enquêteurs se sont arrêtés sur la question et nous proposent ce dossier commenté par Bobete Ingali Samba. Les juridictions spécialisées que sont celles de travail, de commerce et militaires ont pour mission de dire le droit, faire respecter la loi, rendre justice et assurer une bonne administration de la justice congolaise selon leurs compétences respectives. Depuis plus de 20 ans, ces juridictions sont à la hauteur de la tâche leur confiée par le législateur. À chaque matière, sa juridiction spécifique est appropriée. Les juridictions du travail s'occupent des litiges en matière professionnelle. Le tribunal de travail, ça concerne les travailleurs, les entreprises. Le travail de dire les droits, c'est d'abord une œuvre divine. Nous essayons d'imiter Dieu le plus possible. Nous pensons que vous nous donnez beaucoup de courage pour que nous continuions à lutter dans ce domaine du droit du travail et pour que les travailleurs, l'employeur, mais aussi que nous puissions participer à l'apaisement du climat des affaires. Pour le conflit d'ordre commercial, ce sont les juridictions de commerce qui sont saisies. Nous, c'est pour les commerçants. Quand vous avez un bail commercial, les gens qui vont à la banque s'endetter un peu, et quand ça ne tient pas, c'est ici que vous devez venir. Une société doit être connue par la forme. C'est cette forme qui détermine que c'est au tribunal de commerce que vous devez être jugé. Ici, on traite les dossiers des commerçants. Quand vous avez un bail commercial entre les commerçants, ce n'est plus au tribunal de grande instance de Kinshasa, Gombe ou Matete. C'est un tribunal spécialisé pour traiter les problèmes des commerçants. La justice militaire, elle, prend en charge
les violations de la loi par les hommes en uniforme, exceptionnellement les civils lorsque l'infraction implique une question militaire. La haute cour, la cour militaire, les garnisons militaires font partie des juridictions militaires. Dans chaque province, il y a une cour militaire, à l'exception de Kinshasa qui en compte 2, vu son étendue. Mais comment se déroulent les audiences dans ces différentes juridictions spécialisées? Ça ne prend pas beaucoup de temps. Quand vous avez 3 audiences, quand ça passe 3 audiences, vous plaidez. Et à la 8e ou à la 15e, vous avez les jugements. Le double degré de juridiction reste le principe, même dans les juridictions spécialisées. Lorsqu'un jugement est rendu au premier degré, le justiciable dispose d'un droit de recours à la juridiction supérieure correspondante. Si la Cour de cassation reste l'ultime recours pour les juridictions militaires et de travail, quant aux juridictions commerciales, l'ultime recours est la CCJA, la Cour commune de justice et arbitrage dans le cadre de l'OADA, et cette cour se trouve à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Restons dans le domaine juridique pour parler cette fois des enfants qui ont eux aussi un tribunal pour y être jugés en cas de délit. Entre le fait de protéger les enfants et de dire le droit, comment ces tribunaux font l'équilibre? La question alimente le deuxième dossier de ce journal. Les tout premiers tribunaux pour enfants ont vu les jours au début du XXe siècle en France, avant de gagner le monde et la République démocratique du Congo. Et ce tribunal a été créé par l'article 84 de la loi du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. Le rôle de ces tribunaux, c'est de mettre l'enfant dans les dispositions telles qu'il doit être jugé par des juges spécialisés. La question de l'enfant. Ici, au tribunal pour enfants de Ngaliema, dans la ville de Kinshasa, la justice est dite dans l'optique de protéger cette catégorie d'âge. Ces enfants, premièrement, ils viennent aux audiences accompagnés de leurs parents. Ils sont assistés d'un conseil, tout comme les enfants confiés avec la loi. Et ça dépend du manquement dont elles ont été victimes. Si c'est un manquement de coups et blessures volontaires, nous veillons à ce que ces enfants-là soient bien soignés. Dans la salle d'audience, où les audiences se tiennent à huis clos, donc le public ne peut pas être dans l'intérieur de la salle, ça fait également partie de la protection de ces enfants victimes, lorsque notamment il s'agit de faits liés notamment au manquement des viols d'enfants. Mais les tout-petits peuvent également commettre des délits. Le terme approprié à ce sujet est plutôt le manquement qualifié d'infraction. Pour les enfants qui font l'objet de poursuites judiciaires devant les tribunaux pour enfants, l'âge varie de 14 à moins de 18 ans. Et que tout fait répréhensible, tout fait infractionnel, qui est constitutif d'un manquement qualifié d'infraction, s'il faut parler des enfants, sont les mêmes infractions qui sont commises par des adultes, et que si c'est commis par un enfant, donc toutes ces infractions relèvent de la compétence des tribunaux pour enfants parce qu'il s'agit d'enfants comme auteurs de ces manquements. Et qu'arrive-t-il à un enfant qui commet un meurtre? L'enfant bénéficie d'une protection spéciale, d'une protection par rapport à sa personne parce qu'il s'agit d'un être vulnérable. Donc, s'il est poursuivi pour un manquement qualifié de meurtre ou d'assassinat, ce sont ces deux infractions qui sont punies de la peine de mort. Mais par rapport à l'enfant, on ne va pas lui infliger cette peine-là parce que l'enfant ne fait pas l'objet de sanctions pénales prévues par le code pénal congolais, afin de l'épargner par exemple de la vengeance privée. Donc cet enfant ne sera pas condamné à une peine capitale ou à une peine de mort, non, mais il fera plutôt l'objet de mesures de garde allant dans le sens de son placement à un endroit que le juge pourra déterminer dans sa décision. Il existe cependant des tribunaux pour enfants de la Gombe, de Ngaliema, de Kalamu, de Matete, d'Njili et de Kinkone, ici à Kinshasa. L'agro-industrie est aujourd'hui considérée comme secteur d'espoir pour lutter contre la pauvreté et créer de richesses dans le pays. Plusieurs actions de privés s'alignent aux côtés de celles de l'État pour y arriver. Mais il faut plus qu'une simple volonté. Le sol et pas seulement le sous-sol, l'heure de la revanche a sonné. C'est l'intitulé de la chronique que nous vous proposons ce soir.
Avec de l'or, du cobalt, du lithium et plusieurs autres variétés, les richesses minières de la République démocratique du Congo, qui attirent la convoitise de ce voisin jusqu'à lui faire la guerre comme actuellement, font ombrage à une autre richesse quasiment inexploitée, son riche sol. 80 millions d'hectares de terres arables et 4 millions de terres irrigables, des chiffres qui font trembler et pourtant qui n'ont servi à pas grand-chose car jusqu'à ce jour, seul 1% de ce potentiel est utilisé. L'agriculture paysanne occupe 70% de la population active. Depuis un temps, la question du développement de l'agro-industrie s'invite dans tous les salons. L'unanimité se dégage sur le fait qu'il faut impérativement se pencher sur la richesse du sol. À son arrivée au pouvoir, le président Félix Antoine Tshisekedi avait lui déjà un plan bien précis. Aujourd'hui, l'idée prend corps sous forme de l'agenda de la transformation agricole du pays. Un focus mis sur le manioc, le maïs, le soja, les bananes plantains ou encore l'huile de palme. Mis à part le projet sur papier, il fallait également faire face à la question de l'expertise. Celle sollicitée par l'État auprès de l'Institut international d'agriculture tropicale va sûrement permettre au pays de ne pas s'essayer, mais de s'engager sur de voies qui ont déjà développé certains grands pays, comme le Nigeria. L'idée derrière est de développer une chaîne de valeur pour quitter l'agriculture de consommation pour l'agro-industrie. Ce système place les paysans au centre de l'action. L'ITA et les partenaires de l'ATA les savent mieux. Les agriculteurs de différentes zones agricoles sont mis à contribution. Certains sont déjà formés sur les nouvelles techniques mécanisées et reçoivent les semences et engrais pour accroître leur production. Le projet a également fait appel aux scientifiques. Ceux de l'université de Kinshasa travaillent depuis un temps aux côtés de l'ITA pour approfondir les recherches dans ce domaine à travers des enquêtes. Pour réussir cette revanche du sol sur le sous-sol, il faut également que les acteurs du secteur privé s'y mettent. Ceux derniers sont alors appelés à travailler aux côtés de l'État qui est obligé à son tour de mettre ce qu'il faut à leur disposition. Il est donc temps pour la RDC d'accélérer ce processus de transformation agricole pour développer son territoire, car les richesses ne développent pas un pays, mais la transformation de celle-ci a tout d'un miracle. Et puis cette excellente nouvelle pour les étudiants du pays, les professeurs des instituts supérieurs et universités de la République démocratique du Congo viennent de suspendre la grève après 2 mois d'inactivité. Ils ont fait une déclaration dont voici un extrait. Issu de la réunion extraordinaire tenue ce dimanche 30 octobre 2022 entre les bancs gouvernementales représentés par son Excellence M. Mouindo Zangi Boutondo, ministre de l'Enseignement supérieur et délégué par son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, et syndical académique Rapuico, il a été décidé à l'unanimité de la suspension de la grève de professeurs des universités et instituts supérieurs publics déclenchée depuis le 22 septembre 2022 sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La décision supra est motivée par la signature d'un communiqué final entre le gouvernement et le Rapuico sur base de nettes avancées enregistrées dans les revendications du syndicat des professeurs face à la volonté formalisée du banc gouvernemental comme précédemment expliqué dans un communiqué récent publié par le comité directeur du Rapuico. Et le professeur Jean-Marie Vianney Longunia, que vous avez suivi tout à l'heure pour cette déclaration et sur ce plateau. Professeur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Alors, vous êtes secrétaire général et rapporteur du Rapuico, qui est donc le réseau des associations de professeurs des universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo. Nous avons suivi l'extrait de votre déclaration. Au-delà de ce que vous avez dit, quelles sont les vraies raisons qui vous ont poussé à suspendre cette grève entamée depuis le 22 septembre 2022 ? Eh bien, je dirais 3 raisons. De très bonnes raisons, c'est que il y a d'abord l'amorce de la quinzaine prochaine, de la reprise de la distribution des véhicules aux professeurs, l'amorce par le banc gouvernemental du processus de mise à disposition des universités, des enveloppes, des indemnités de recherche
pour allocation aux bénéficiaires. Tertio, l'amorce en fait de la communication par les banques gouvernementales dans le courant du mois de novembre prochain, le calendrier réaménagé de la distribution de véhicules en tenant compte, bien entendu, de perturbations observées. Et puis, quarto, tenant compte de ces avancées significatives pour lesquelles nous nous sommes battus voici 2 mois, et du contexte particulier de la guerre imposée à la République démocratique du Congo par qui l'on sait, nous avons décidé au niveau du RAPICO de suspendre donc la grève pour sauver l'année académique. Alors, suspension de la grève, ce qui veut dire reprise des activités académiques, mais beaucoup se posent quand même de questions. Professeur, ça fait quand même plusieurs fois de grève. Est-ce que vous avez reçu des assurances de l'État pour que dans 1 ou 2 mois, qu'on ne retombe pas sur une autre grève, les grèves qui mettent des étudiants en difficulté quand même? Vous savez, dans le domaine syndical, il y a un proverbe qui dit que le vocabulaire dans le syndicalisme, c'est qu'on ne passe à l'action qu'en cessant toute activité. Nous ne voudrions pas retomber sur ce paradoxe, mais nous avons observé quand même qu'avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, qui a pris les choses en main, et notre ministre des tutelles, il y a des avancées significatives, mais formalisées cette fois-ci. Et donc nous croyons fermement que cela va se faire et que le gouvernement va tenir parole. C'est pour cela que nous avons estimé en patriote, compte tenu du contexte que je venais d'expliquer, que cela ne valait pas la peine, nous sommes parents, nous sommes pédagogues, de continuer donc à traîner dans le radicalisme trop radical, et nous avons estimé que nous pouvons suspendre la grève et reprendre effectivement notre activité passionnelle qui est celle d'enseigner dans les auditoires. Alors, très rapidement, 2 mois de grève, les étudiants ont en pâti. Qu'allez-vous faire pour essayer de sauver un tout petit peu cette année académique, parce que 2 mois de cours, ce n'est quand même pas rien? Nous allons agir en mode urgence, mais je voudrais vous rassurer, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a suspension en fait, des enseignements, que cette fois-ci, le RAPICO a été amené à suspendre toute activité de manière sèche pour non-respect des engagements du gouvernement. Mais que cette fois-ci, au moins, les cours étaient suffisamment avancés. Nous voudrions ici demander aux autorités académiques qui nous suivent de nous réunir pour que nous puissions trouver des compromis, de sorte que les enseignants, les doctrinaires puissent enseigner de manière urgente pour que les étudiants qui seront examinés ne soient pas examinés de manière bâclée. Donc cela est notre métier, comme c'est votre métier d'être journaliste. Exactement. Professeur Jean-Marie Vianney-Lungunia, merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes secrétaire général et rapporteur du RAPICO, qui est donc le réseau des associations de professeurs des universités et instituts supérieurs de la République démocratique du Congo. Et avec vous, nous parlions de la suspension de la grève de professeurs. Merci. Je vous remercie. On quitte Kinshasa pour Dakar au Sénégal. Nous vous proposons dans ces images de la République démocratique du Congo qui participe aux assises du 66e congrès de l'Union internationale des avocats. L'efficacité, la pertinence du système judiciaire, c'est le thème débattu. L'efficacité et la pertinence des systèmes judiciaires, telle est la thématique centrale abordée ce 28 octobre 2022 à Dakar dans le cadre de la tenue du 66e congrès de l'Union internationale des avocats UIA qui s'est ouvert depuis le 26 octobre dernier. Ces panels réunissent ce jour différents experts venus de la France, la Mauritanie, les États-Unis d'Amérique, du Sénégal et de la République démocratique du Congo. Le bâtonnier de Paris a salué la tenue de ces assises qui permettent de comprendre les contraintes mutuelles. Maître Koko Kayodi Misamou, ancien bâtonnier de Kinshasa Matete de la République démocratique du Congo et représentant pays de l'UIA en RDC, a résumé les contenus de ces panels. Panel qui a abordé la question de l'efficacité et la pertinence de nos systèmes judiciaires. C'est des questions transversales importantes. Et là, on a abordé la question de l'accès à la justice dans les délais raisonnables, la question de la preuve, la place de la jurisprudence, mais également la problématique de l'exécution de décisions de justice au sein des États et la promotion
création, si vous voulez, des modes alternatifs de règlement de conflit en vue d'essayer de mieux organiser le processus, non pas de déjudiciarisation, mais tout simplement la promotion des modes alternatifs de règlement de conflit. Abordons la question spécifique sur la possibilité ou non de la numérisation et la digitalisation du système judiciaire en RDC. Maître Francis Kitenge, président de l'Union des jeunes avocats du barreau de Kinshasa-Matete, en a fait sa lecture. C'est un moment pour nous assez interpellateur parce que ça nous permet maintenant d'appréhender les vrais enjeux, les vraies questions au niveau international sur la justice de demain. Ces congrès se veulent vecteurs des bonnes valeurs, à savoir le partage, la mixité, la culture, la diversité et la convivialité. À la Commission électorale nationale indépendante, le deuxième vice-président animé cette semaine un cadre de concertation genre, inclusion et élection. C'était sur les enjeux du processus électoral relatif à la loi révisée des mesures d'application ainsi que la révision du fichier électoral. Didi Manara était face aux représentants de plusieurs organisations. Tétis Samba, reportage. Ce cadre de concertation a connu la participation de diverses organisations, notamment les personnes vivant avec handicap, le peuple autochtone, les associations féminines, des jeunes, avec l'accompagnement des partenaires d'appui du processus électoral tels que l'ONU Femmes, l'AFS, l'IRI et le PNUD. À l'ouverture de cette rencontre, le deuxième vice-président de la centrale électorale a, au nom du président de la CENI, Denis Kadima Kazadi, fixer l'assistance sur le ferme engagement de cette institution d'inclure toutes les parties prenantes au processus électoral pour qu'aucune couche de la population ne reste à l'écart des préparatifs des consultations électorales prévues en 2023. Auparavant, Madame Joséphine Galula, membre de la plénière, a dans son mot de bienvenue martelé que la CENI favorise l'implication du genre et l'inclusivité de toutes les étapes du processus électoral. S'en est suivi la deuxième partie des travaux marqués par 3 exposés en donnant lieu à un débat. C'était avant que le deuxième vice-président, Didi Manara Linga, sensibilise les confessions religieuses sur l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs à l'amphithéâtre de l'université William Booth à la Gombe. La commission d'intégrité de médiation électorale, partenaire important de la CENI qui accompagne le processus électoral en RDC, s'est engagée à mobiliser ses fidèles en vue d'assumer librement et en toute responsabilité leur devoir civique d'électeurs. Cette rencontre a été une opportunité pour l'imam Moussa Rachid, président de la CIME, de faire un plaidoyer, aussi de présenter à la CENI un nombre d'activités que compte mener cette structure qui organise entre autres les sessions de sensibilisation, de conscientisation et de formation de la population. Rendons-nous à présent dans les murs du Parlement où le sénateur Denis Kambaye a déposé cette semaine au bureau du Sénat 7 initiatives de contrôle, des questions orales avec débat et une interpellation adressée au ministre de Ressources hydrauliques, Sandra Nyangui. La session de septembre en cours à la Chambre haute du Parlement reste certes budgétaire. Cela n'empêche pas les initiatives de contrôle parlementaire. Les élus des élus veulent en savoir plus sur les questions socio-économiques préoccupant la population, mais qui restent sans réponse jusqu'à présent. C'est dans cette logique que le sénateur Denis Kambaye Chimbumbu vient de déposer au bureau du Sénat cette initiative de contrôle parlementaire. Il s'agit d'une interpellation adressée au ministre des Ressources hydrauliques, de 2 questions écrites au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et au ministre de la Défense nationale, ainsi que 3 questions orales avec débat adressées respectivement au ministre de l'Agriculture, des Infrastructures et celui en charge des Sports. Concernant le ministre des Ressources hydrauliques, le sénateur Denis Kambaye Chimbumbu lui reproche de n'avoir pas amorcé les travaux de construction du barrage de Katende pour l'électrification du Grand Kassai. Conformément à l'article 100 de notre Constitution, nous ne pouvons que contrôler ce que l'exécutif fait. L'institution qui doit faire ce travail de terrain par rapport à ce que demande le peuple s'appelle le gouvernement. Et nous allons rentrer d'ici là en vacances parlementaires. Le peuple nous posera la question, vous étiez là, qu'avez-vous fait? Outre ces actions de contrôle parlementaire initiées par le sénateur Denis Kambaye, plusieurs autres initiatives parlementaires ont été entreprises par des sénateurs à l'endroit de quelques membres du gouvernement central.
Elle vise entre autres la ministre du portefeuille au sujet de la relance de l'AMIBA et le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises concernant l'opérationnalisation du fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC en sigle. Nous vous proposons à présent ces images qui nous proviennent de la province de la Lomami avec ce colloque interdisciplinaire de Ngandajika. De quoi était-il question? La réponse dans cet élément de reportage. Une population estimée à 600 000 habitants, Ngandajika est une des importantes agglomérations de la province de Lomami à côté de Mweneditu et Kabinda. Au nombre des institutions sociales qui ont pignon sur rue, il y a le projet Ditunga. Cette initiative intervient dans plusieurs secteurs d'activité, notamment la construction des écoles. Mais pourquoi Ditunga veut avoir un ancrage dans le champ de la recherche scientifique? On réunit des professeurs de tous les horizons qui viennent de l'espace Grand Kasaï, mais aussi qui viennent de Kinshasa, pour réfléchir ensemble sur notre mal de vivre ensemble. Et on le fait en 3 grands axes. D'abord, 1, les visages du Congo. Quel est ce Congo dont on veut parler? 2, quels sont les problèmes du vivre ensemble dans ce Congo? Et quelles sont les propositions pour améliorer notre vivre ensemble? Parce que si nous ne parvenons pas à être une nation cohérente dans sa diversité, nous ne parviendrons jamais à être une nation respectée. L'histoire de Ngandajika est intimement liée à l'INERA, un véritable laboratoire de recherches agricoles dans le Kasaï. Et après la Lomami, rendons-nous dans le Haut-Katanga où les jeunes de Lubumbashi ont été appelés à s'enrôler massivement dans l'armée pour protéger l'intégrité du pays face à l'agresseur rwandais. Un appel leur lancé par le secrétaire général de l'UDPS lors d'un meeting tenu dans ce week-end. Donc on en parle avec Alain Bikaï dans ce reportage. Après la conquête de Kisangani, le secrétaire général de l'IDPS et tout son état-major vont à l'assaut de la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. L'aéroport international de Luano était envahi par les militants des partis de l'Union sacrée venus nombreux pour manifester leur soutien indéfectible au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au bas de la passerelle, le gouvernement Jacques Kabila, un allié de taille du parti présidentiel qui accompagnait les supporters de Lupopo ainsi que les cadres fédéraux de l'IDPS. De là, les cortèges du secrétaire général s'est dirigé vers la place de la Poste où Augustin Kabouya était entendu par une marée humaine chauffée à blanc. Sur place, le meeting a pris les allures d'un rassemblement de veille patriotique. Impossible de se frayer un chemin vers le podium à cause de la foule. Le secrétaire général a communié avec le peuple depuis les capots de sa Jeep. C'est par une minute de silence en mémoire des victimes de guerre d'agression rwandaise dans l'est du pays que le numéro 1 de l'IDPS a débuté sa communication. Parce que ce qui se passe à l'est, c'est inacceptable. Correct. Un monsieur qui s'appelle Kagame. C'est donc le luxe tous les jours de donner la mort au peuple congolais avec la complicité de certains bandits de notre pays. Et l'opinion internationale est en train d'observer ça comme ça. Et je le répète encore, tous les jeunes de notre pays, partout où ils se retrouvent, ils doivent accepter de se faire enrôler dans notre armée nationale pour défendre l'intégrité de notre territoire. Ne jamais trahir le Congo. Poursuivant, les gestionnaires au quotidien de l'IDPS a aussi déploré l'attitude ambiguë de certains politiciens face à cette situation. Et vous le savez certainement déjà, le Fonds national d'entretien routier FONER a des nouveaux dirigeants. Ces derniers viennent d'être installés. Ils veulent apporter leur touche pour atteindre les objectifs assignés à ces entreprises. Érudis Kitoto.
Depuis le 10 octobre dernier, le Fonds national d'entretien routier est placé sous la responsabilité des nouveaux membres. C'est tant au niveau du conseil d'administration que de la direction générale. Le leitmotiv de Pierre Bundoki Ndongala, directeur général du FONER, est d'améliorer davantage les performances de cette entreprise pour lui permettre d'atteindre ses objectifs. Pierre Bundoki Ndongala a une forte expérience de plus de 15 ans dans la gestion des projets, des services publics et dans la mise en place des contrats importants des travaux publics. Mon action au FONER sera placée sur l'angle de l'amélioration de la performance pour permettre à cet important et prestigieux établissement public d'atteindre ses objectifs. Avant qu'on en arrive là, toute la charge du FONER a reposé sur les épaules de Georgine Selemani-Toulia qui en a droit de se féliciter des réalisations financières pendant la période d'intérim. Pour le nouveau président du conseil d'administration, Guy Alonso Ngoy-Lubika, l'état délabré des infrastructures routières commande une révisitation de la dénomination du FONER pour devenir tout simplement le fonds routier. Le souci est d'élargir le champ d'intervention du FONER. La passation des services est intervenue sous le regard du secrétaire général aux infrastructures, représentant du ministre d'État Alexis Guissaro. Et puis le département de la médecine dentaire de l'université de Kinshasa va se mettre en marche. Une première réunion s'est tenue. Elle a regroupé le conseil d'administration, les professeurs et la délégation facultaire. Junior Yangumba, reportage. La session de la médecine bucco-dentaire de l'université de Kinshasa volera désormais de ses propres ailes. Elle est déjà une famille à part entière. Il reste seulement la dernière ligne droite pour que son fonctionnement dans sa nouvelle robe soit effectif. D'ailleurs, une première réunion a eu lieu dans ce sens à l'université de Kinshasa au sein du département en vue d'une étude de faisabilité quant à ces nouveaux rôles. Cette réunion a regroupé les conseils d'administration, les professeurs et la délégation facultaire. Nous étions une section, aujourd'hui nous sommes devenus une faculté. Donc on a pris beaucoup de décisions qui concernent l'enseignement et qui concerne la recherche et qui concerne même la production au niveau de notre faculté. Les professeurs Dr Lutula et Hubert Toumba, tous deux patriarches au sein de ces départements, louent le rôle qu'a joué ces départements dans le pays et dans toute l'Afrique. C'est un grand jour pour la médecine dentaire de ce pays. Nous sommes parmi les premières institutions dentaires en Afrique. Nous avons formé presque toute l'Afrique centrale, 40-50 ans. Au lieu d'être un département ou une section, il est grand temps que nous puissions devenir, n'est-ce pas, une faculté à part entière. Cette nouvelle faculté a certainement du pain sur la planche pour le secteur bucco-dentaire, fait partie des problèmes principaux de santé publique en RDC. Et c'est donc sur cette note scientifique que nous mettons un terme à cette édition de Journal Magazine. L'actualité revient à 23h avec Peggy Mukunda. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de week-end et un bon début de semaine. Bonsoir.